Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons voir maintenant les raisonnements d'Einstein sur l'intrigation quantique. D'abord, l'interprétation probabiliste de la mécanique quantique n'est pas venue immédiatement, mais elle est venue assez vite après la naissance de la mécanique quantique. Elle est le fait de Bohr, qui était le chef de file d'une équipe de physiciens qui travaillaient sur le sujet. La règle de probabilité elle-même venait de Born, et l'équipe de Bohr, et Bohr lui-même, s'appelait, a pris le nom de École de Copenhague, parce que Bohr était danois, tout simplement. En plus de cette interprétation probabiliste, il y a le fait qu'il n'y a pas de valeur précise d'une grandeur avant la mesure, puisque le système peut être dans un état de superposition quantique. Et également le fait que si une grandeur n'est pas mesurée, alors, telle qu'elle, elle n'existe pas. C'est le point de vue positiviste, qui dit que n'existe que ce qui peut être mesuré et que uniquement ce qui est mesuré. Donc, on ne peut rien dire d'une réalité que l'on n'observe pas, que l'on ne mesure pas, que l'on ne connaît pas. Pour Einstein, ces points de vue étaient une hérésie totale. D'abord parce qu'il était réaliste, et pas positiviste. Donc pour lui, la réalité existait en soi, indépendamment du fait qu'on la mesure ou pas. Et il trouvait aberrant ce rejet du déterminisme et de la causalité qui lui est associée, à savoir que une cause produit un effet et que les événements n'arrivent pas par hasard. Un des congrès de Solvay est rentré dans les annales, de ce point de vue-là. Alors Solvay était un industriel belge qui avait découvert une méthode de fabrication de la soude, une méthode très efficace, et il avait fait fortune grâce à cela, en créant une usine qui existe toujours d'ailleurs, tout près d'où j'habite, les usines Solvay. Et il était également un grand amoureux de la science en général, étant lui-même scientifique à la base, chimiste. Et donc il avait créé ces congrès scientifiques, les congrès de Solvay, où tous les ans il réunissait des scientifiques du monde entier, les meilleurs scientifiques, pour discuter des avancées modernes pour l'époque bien sûr, modernes de la science. On y retrouvait ainsi Marie Curie. Pierre Curie était décédé entre-temps, on y retrouvait Marie Curie, Pauli, Heisenberg, etc. Tous les grands d'époque de Louis de Broglie étaient présents, etc. Et un de ces congrès fut très célèbre parce que on a discuté de la mécanique quantique, la nouvelle mécanique quantique, et Einstein et Bohr ont pratiquement accaparé tout le débat. Ou plutôt une dispute. Dispute qui reste correcte, mais dont certaines phrases sont restées célèbres, elles sont entrées gravées dans le marbre. Comme Einstein, à propos du caractère probabiliste, disant « Dieu ne joue pas au dé avec la nature ». Et Bohr qui lui a répliqué « Mais qui êtes-vous, Einstein, pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ?» Et concernant cet aspect, ce caractère positiviste, Einstein qui dit « Croyez-vous, Bohr, croyez-vous vraiment que la Lune n'est pas là si personne ne l'observe ?» C'est une remarque pertinente. Et d'ailleurs, elle illustre aussi la difficulté du lien entre mécanique quantique et physique classique dont j'ai parlé, parce que la Lune n'est pas un objet quantique, bien entendu. Notons que malgré ce débat célèbre, et les positions d'Einstein, Einstein ne rejetait pas la mécanique quantique. Il est d'ailleurs connu lui-même pour ses contributions à la théorie. Il est d'ailleurs un des fondateurs, avec l'effet photoélectrique. La compréhension de l'effet photoélectrique et la quantification de l'énergie. Il est aussi connu, nous en avons longuement parlé, le fondateur de la statistique de Bose-Einstein, de l'effet stimulé qui a donné naissance au laser. Donc ses contributions sont nombreuses et importantes. Simplement, c'est l'interprétation qu'en faisait Bohr et son équipe que Einstein ne pouvait pas avaler. Pour lui, la mécanique quantique ne pouvait pas être complète.
elle devait être incomplète. Il devait manquer quelque chose. Le caractère probabiliste, indéniable lors des mesures, lors des expériences, devait être la conséquence d'un comportement statistique, d'une machinerie parfaitement déterministe, mais encore inconnue, et non décrite par la mécanique quantique. Pour le mettre en évidence, en 1935, il a publié un article qui est devenu extrêmement célèbre, désigné par les initiales EPR, Einstein, Podolsky, Rosen. Notons que l'article reflète essentiellement le point de vue, le travail d'Einstein. Le titre de cet article était « La description de la mécanique quantique de la réalité physique peut-elle être considérée comme complète ?» Point d'interrogation. On devine que dans l'article, il y répondait non. Il ne cherche pas dans cette théorie, dans cet article, cette théorie complète. Et d'ailleurs, son article est élaboré, assez fouillé. Je l'ai lu en détail. On ne va pas voir tout l'article en détail ici. Mais il pose des conditions qui sont considérées comme nécessaires, des conditions dites raisonnables, pour dire c'est nécessaire dans une théorie pour qu'elle soit complète. Le premier point, c'est de dire que tout élément de la réalité physique doit avoir une contrepartie dans la théorie pour être complète. C'est tout à fait raisonnable en effet. Alors on ne connaît pas cette réalité physique. On ne connaît que ce que l'on sait par les expériences, les mesures et les théories. Mais il y a forcément des parties qu'on ne connaît pas. Mais quelle que soit cette réalité physique, si on va avoir une théorie qui décrit complètement cette réalité physique, cette condition est tout à fait raisonnable. La deuxième condition est un peu particulière. Le but n'est pas de déterminer ces éléments de réalité sur des grands principes philosophiques a priori. Il ne s'agit pas de dire « il me semble que ceci est un élément de réalité ». Einstein dit « si une grandeur physique, quelle qu'elle soit, peut être prédite, ou pas observée ou mesurée, mais prédite, sans perturber en quoi que ce soit le système, et ce, prédite avec une probabilité absolue, 100%, ceci dans un cadre quantique, évidemment, le caractère probabiliste, alors cette grandeur doit être considérée comme une image, une valeur décrivant un élément de réalité. Ça semble raisonnable. On a un système, on ne le perturbe pas, mais en fonction de ce qu'on sait, on peut prédire une grandeur qui serait mesurée, avec une probabilité de 100%. Et donc, on peut dire, cette grandeur, c'est une réalité. Ça paraît raisonnable. Einstein considère alors le cas de deux particules, 1 et 2, qui sont intriquées de manière maximale sur des variables conjuguées. Il utilise la position de chaque particule et leur impulsion. Alors, en pratique, ce n'est pas les meilleures variables. Nous verrons dans la suite qu'il est plus facile d'utiliser le spin. Spin haut, spin bas, vertical, horizontal, c'est mieux. Mais le raisonnement théorique, conceptuel, peut se faire avec la position et l'impulsion comme l'a fait Einstein. Il dit, si je mesure l'impulsion sur la première particule, alors je vais connaître l'impulsion de l'autre particule, la particule numéro 2. Je vais la connaître avec certitude. Elles doivent en principe avoir des impulsions opposées. Les deux particules s'écartent. Et à condition, bien sûr, que je ne perturbe pas la deuxième particule. Donc on considère qu'on fait les mesures sur une distance suffisante et avec une différence de temps suffisamment petite pour qu'on soit, avec deux événements de mesure, séparés par un intervalle spatial, c'est-à-dire qu'aucun signal à la vitesse de la lumière n'a le temps de rejoindre la deuxième particule. Dans ce cas, la deuxième particule ne peut pas avoir été perturbée, et donc j'ai prédit
sans la perturber, avec une certitude absolue, l'impulsion que je vais pouvoir mesurer sur la deuxième particule. Donc cette impulsion de la deuxième particule doit être considérée comme un élément de réalité. Mais on peut aussi faire le raisonnement sur la position. Je peux mesurer la position de la particule 1. Dans ce cas-là, je connais avec certitude, avec une probabilité de 100%, la position de la deuxième particule. Parce que c'est intriqué. Et donc, on connaît avec une certitude, même si on ne connaît pas les valeurs, mais on a des valeurs précises, exactes, des éléments de réalité, qui donnent la valeur exacte de l'impulsion et de la position. Mais ça viole le principe d'indétermination de Heisenberg. Ça viole la mécanique quantique. Et donc, les conclusions de des auteurs, c'est que il y a là un défaut de la théorie qui montre que la mécanique quantique est incomplète. D'une part, il y a des valeurs précises, des grandeurs avant la mesure, et ce, quels que soient les états quantiques des particules, du moment qu'elles sont intriquées, on peut dire, ben oui, mais celle-là, elle a une position et une impulsion précises. Et ça, la mécanique quantique ne le décrit pas. Et donc, la mécanique quantique est incomplète. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la conclusion des auteurs. Et donc, le caractère probabiliste qui est observé avec la mécanique quantique quand on mesure ses impulsions, ses positions, etc., est simplement une conséquence statistique du fait que, a priori, on ne connaît pas ces valeurs, elles peuvent avoir différentes grandeurs. Leur grandeur est très précise, mais il y a tout un tas de possibilités, et ce qu'on observe est simplement un caractère statistique. Notons que le principe de Heisenberg découle, nous l'avons vu, du caractère ondulatoire des particules. Et la physique classique manifeste aussi cette indétermination. Par exemple, un paquet d'ondes n'a pas une fréquence parfaitement définie. Et si j'essaie de la mesurer avec grande précision, je vais obtenir une valeur plutôt incertaine. Et si j'ai deux paquets d'ondes identiques, strictement identiques, créés par un processus analogue à ceux que nous avons vus, mais les deux mesures sur les deux paquets d'ondes peuvent donner des résultats différents, parce que nous sommes en physique classique, et nos paquets d'ondes ne sont pas intriqués. Selon la situation, selon la manière dont je vais mesurer, je vais obtenir des valeurs différentes. Donc ce phénomène est typiquement quantique. Et donc Einstein dit, mais voilà, c'est un défaut. Et donc la mécanique quantique est incomplète. On verra très rapidement que EPR, donc Einstein, Podolsky et Rosen, avaient tort. Leur conclusion est fausse. N'allons pas trop vite en besogne. La mécanique quantique n'est peut-être pas le fin mot de l'histoire. Mais au moins pour ce phénomène, et avec une grande précision, et tous les résultats expérimentaux, la mécanique quantique est impeccable. Il n'y a pas de violation de la mécanique quantique. Nous verrons ça très vite. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés, et donc il est intéressant d'examiner, mais quelles peuvent être les failles dans tout ce raisonnement. Et je vous prie de croire que dans l'article, Einstein est précis, prudent, il justifie chaque chose, et donc c'est pas évident de trouver les failles. À l'époque, ça a loin d'être flagrant. Il a fallu des décennies pour décortiquer les fondements de la mécanique quantique et vraiment voir tout ce qu'il pouvait y avoir d'anormal dans cet article. C'était pas du tout facile à voir. Alors, premièrement, Einstein utilise cet argument d'intervalle spatial entre les deux particules pour dire que la particule 2 n'est pas perturbée. Aucun signal ne peut aller plus vite que c. C'est normal qu'il ait utilisé cet argument-là. L'argument dit de localité. On mesure l'événement 1
le phénomène est local et ne perturbe pas la particule 2 qui est en dehors du cône de lumière. C'est normal qu'il ait utilisé ça, il était le père de la relativité. Et il savait très bien que des signaux supraluminiques, alors plus vite que la lumière, peuvent conduire à des contradictions. Donc c'est normal qu'il ait supposé ça. Mais on peut peut-être ne pas l'exclure. C'est une faille possible. Et d'ailleurs, Einstein tenait tellement à cet argument que cet effet instantané prédit par la mécanique quantique, ou en apparence instantané, Einstein appelait spooky action à distance. Spooky action à distance, c'est-à-dire action à distance fantomatique. Un terme un peu désobligeant. Le deuxième point, c'est que les éléments de réalité, oui, la grandeur peut être prédite avec certitude, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'elle a une valeur existante, réelle, physique, avant sa mesure. Les éléments de réalité sont peut-être faux. Les éléments de relativité à la Einstein. Et d'ailleurs, un terme un peu péjoratif le qualifie aussi actuellement. On appelle ce point de vue d'Einstein le réalisme naïf. Rejeter ces éléments de réalité, ce n'est pas rejeter le réalisme. Il peut y avoir une certaine réalité physique indépendante de nous et de la manière dont nous pourrions la considérer. Et c'est tout à fait possible, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que peut-être que c'est plus compliqué que ces éléments de réalité d'Einstein. Peut-être que ce n'est pas aussi simple. Un troisième point, c'est que le raisonnement d'Einstein lui-même est non local. Il considère ce qui se passe en deux endroits, des mesures en deux endroits, séparés par un intervalle spatial. Donc, c'est comme s'il avait une vision omnisciente, plus rapide et instantanée. Plus rapide que la lumière et instantanée. Donc il a une vision globale. En fait, c'est la vision du physicien qui résonne, c'est la vision du physicien sur papier. Mais dans la réalité, celui qui fait une mesure sur la deuxième particule ne peut pas connaître l'information venant de 1. Au moment, au moins, où il fait la mesure, il ne peut pas prédire le résultat, parce que l'information doit venir de l'autre particule, par un signal quelconque. Et donc, dire on prédit, oui, sur papier, mais dans la réalité physique, et c'est ça qui nous importe ici, dans la réalité physique, lors de la mesure de la deuxième particule, on ne peut pas prédire le résultat. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on doit peut-être garder à l'esprit. Alors bien sûr, on fait les mesures a posteriori, c'est-à-dire qu'on récolte les données des deux particules et on confronte et on constate, ah ben oui, on a mesuré la même impulsion pour les deux particules. Elles étaient intriquées, donc c'est normal. Et on mesure ce résultat, après coup. Et donc ça, il faut sans doute en tenir compte. Autre chose, quatrième point, qui est en fait assez fondamental, c'est que le raisonnement d'Einstein est contrafactuel. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est que ce terme, contrafactuel? Contrafactuel, qui veut dire, en quelque sorte, contre les faits. Les faits, ce sont les choses qui se passent réellement. Un raisonnement contrafactuel consiste à dire, si je faisais cette expérience, cette mesure, j'obtiendrais ceci. Donc si je faisais, mais je ne le fais pas. Je ne fais pas l'expérience, je ne fais pas la mesure, mais si je le faisais, j'obtiendrais ceci. Et j'en tiens compte dans mon raisonnement. Ça paraît raisonnable. En physique classique, ça l'est tout à fait. Dans la vie courante, ça l'est tout à fait. S'il pleut, et si je sors, je vais être mouillé. Et donc je prends un parapluie. Le fait de dire je vais être mouillé, ben oui, mais je ne le fais pas, je ne suis pas sorti sans mon parapluie. Mais c'est un raisonnement tout à fait cohérent. Mais nous verrons qu'en mécanique quantique, ce n'est pas si simple. La réalité quantique, pourrait-on dire, est un peu plus tordue que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et les raisonnements contrafactuels sont dangereux et mènent à des erreurs. Voilà, donc il y a pas mal de failles possibles. Peut-être pas toutes, hein. Mais il y en a certainement une, puisque, je vous l'ai dit, ils ont abouti à un résultat incorrect. Le fait que les égalités de Heisenberg seraient violées, et ce n'est pas le cas. Toujours est-il que l'expérience telle qu'elle est menée
l'expérience de pensée n'est pas facile à réaliser. Il vaut mieux utiliser le spin. Et pour bien faire, il faudrait avoir des grandeurs à mesurer qui permettraient de dire à coup sûr on a un problème ou pas avec la mécanique quantique. Ou un problème avec cette idée d'élément de réalité. Et le tour de force, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo, le tour de force a été réalisé par Bell. Bell a écrit un théorème, qui n'est pas très compliqué en fait, nous le verrons, un théorème particulièrement important et qui a été la base de la vérification de certains fondements de la mécanique quantique et en particulier des résultats prédits par Einstein. Je vous remercie.